Donc, ce que je voulais, on arrive donc vraiment au dernier cours, et je pense que ça va être une réflexion sur les grands problèmes ou les grands défis de la biotechnologie à l'intérieur de la société. Et je pense qu'il est important d'y réfléchir. Je crois que ça intéresse tout le monde, ça intéresse aussi bien le public, les gens, les patients, que les personnes qui travaillent dans l'industrie elle-même. Voilà les différents points que je voudrais aborder de façon vraiment très succincte pour chacun des points, mais surtout, je voudrais que vous commenciez à réfléchir à ces problèmes et peut-être nous pourrons en discuter de façon un peu plus approfondie. Certains de ces points vont être abordés au cours du séminaire qui va se dérouler le 24 avril. Certains points vont être développés. Alors voilà, les grands défis, et ça parle maintenant peut-être de la biotechnologie plus particulièrement en France, ça va être la disparité qui existe entre l'Europe et les États-Unis. Et nous allons aborder un petit peu quelques raisons pour lesquelles cette disparité existe. La notion qui est un véritable problème pour la biotechnologie, la notion de risque zéro. Le coût des médicaments. La notion de protection intellectuelle. Les relations avec l'université. Les grands problèmes médicaux qui sont en train d'être bouleversés, qui changent aujourd'hui. Les problèmes éthiques. Et évidemment, il n'était pas question de faire un cours sur la biotechnologie sans parler du problème des pays en voie de développement qui malheureusement n'ont pas accès aux bénéfices de cette industrie, ou disons on peut accès. Et peut-être c'est intéressant d'y réfléchir comment est-ce qu'on peut changer cet état de fait. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai fait hier avant de monter dans l'avion pour venir à Paris. J'ai essayé de vous montrer, voilà la classification. Je n'ai pas les 20 parce que il y a beaucoup d'ex-aequo à la fin, mais les 18 premières sociétés de biotechnologie considérées comme sociétés de biotechnologie dans le monde, et voilà leur capitalisation boursière. Donc c'est une valeur, je ne peux pas dire que c'est la valeur d'une société, mais c'est la valeur que les investisseurs donnent à cette société. Donc c'est au moins un élément de référence. Vous voyez qu'Actelion est 10e, et ce n'est pas pour ça que je vous montre cette diapositive, c'est certainement pour vous montrer que parmi les 18, et si j'avais mis les 20, ça aurait été pareil, peut-être les 25, je crois que ça aurait été pareil, parmi les 20 sociétés, toutes sont aux États-Unis, sauf Actelion. Donc évidemment, ça pose un énorme problème. Comment une telle disparité peut exister? Je vais essayer en quelques mots de résumer la différence entre la situation aux États-Unis et la situation en Europe. Je ne vais pas pouvoir aborder tous ces points, mais simplement pour vous faire réfléchir. En tout cas, ce sont quelques idées qui permettent, à mon avis, d'expliquer certaines différences. Alors, premièrement, les États-Unis sont un énorme marché. Ça représente 40%, les États-Unis même représentent 40% du marché de l'industrie pharmaceutique. C'est un marché qui est en fait autosuffisant. C'est-à-dire qu'une société de biotechnologie peut très bien vivre et même être, je crois que si on était dans la diapositive précédente, Genentech n'est présent qu'aux États-Unis. Donc on peut être la première société de biotechnologie au monde au point de vue capitalisation boursière et ne vendre aucun médicament en dehors des États-Unis. Donc ce marché est autosuffisant. L'Europe aussi est un grand marché, peut-être aussi grand que les États-Unis, mais c'est un marché morcelé, il y a différents pays, il faut organiser, on ne peut pas vendre un médicament de la même façon en France ou en Tchécoslovaquie, et donc il faut absolument organiser, avoir une structure beaucoup plus morcelée, beaucoup plus compliquée par rapport à une structure américaine. Les prix sont libres aux États-Unis. Si on découvre un médicament en France et que le médicament est approuvé par les autorités européennes, il va falloir 1 an pour négocier les prix, si tout va bien, et ce prix, il est déterminé par le gouvernement, ce n'est pas un prix libre. Évidemment, lorsqu'une société de biotechnologie trouve un médicament, il peut le vendre le lendemain de l'autorisation, il peut le vendre sur le marché aux États-Unis et le prix est libre. Aux États-Unis, les investissements vont
évidemment, sont en train d'augmenter de façon considérable, alors que, parce qu'il y a aussi d'énormes sociétés, j'ai parlé de fonds de pension, les plus grands sont aux États-Unis, et il y a une structure financière très grande, alors qu'en Europe, il y a beaucoup plus de petits investisseurs, mais il y a aussi, il faut dire, de très grands investisseurs aussi en Europe. Mais l'investissement qui se fait aux États-Unis continue à être bien supérieur à l'investissement dans la biotechnologie qui se fait en Europe. Il y a aux États-Unis, je n'ai pas trouvé de mots pour décrire cluster, on me dit que c'est des grappes, mais il y a aux États-Unis la présence de ces énormes centres où toutes les sociétés de biotechnologie se concentrent. Enfin, la majorité des sociétés se concentrent. C'est de côté de la côte ouest, la Silicon Valley, où si on prenait, Genentech existe, enfin, et à côté, avec la côte ouest, si on additionne Amgen, qui va être du côté de Los Angeles. Donc, une concentration de ces sociétés, mais de côté de la côte est, il y a autour de Boston, dans le New Jersey, une énorme concentration de ces sociétés. Donc, entre ces deux pôles, la majorité des sociétés que je vous ai montrées sont concentrées dans ces clusters. Aux États-Unis, il y a un interlocuteur pour l'autorité d'enregistrement, c'est la FDA. En Europe, il y a évidemment l'IMIA qui concentre, qui doit théoriquement coordonner toutes les autorités d'enregistrement, mais aucune personne à l'IMIA ne peut parler en son nom propre parce qu'elle doit être certaine, elle doit s'assurer que tous les autres pays ou gouvernements sont d'accord avec son opinion. Donc, alors qu'à la FDA, on peut aller voir un toxicologue et vous dire « moi je pense que votre produit il est toxique ou pas toxique », au moins on a son opinion, il n'y en a qu'un qui va juger le produit, il va pouvoir avoir des consultants, tandis qu'il n'y aura pas de toxicologue en Europe qui va dire c'est toxique ou pas toxique, il dit moi je pense que c'est toxique, mais il faut que je consulte les 25 ou 26 autres toxicologues des autres pays pour avoir une opinion consolidée. Donc ça ne rend pas les choses les plus faciles en Europe. Je crois que si on avait une FDA européenne, ça nous aiderait énormément. Il y a aux États-Unis d'énormes universités qui n'ont aucun rapport avec les universités, par exemple, au point de vue taille, qui existent avec les universités en France. Je crois qu'il y a, si on compare, je disais en Californie, il y a 40 ou 50 millions d'habitants, je ne sais plus exactement, peut-être 40 millions, et il y a en principe deux grandes universités, l'Université de Californie et Stanford, de médecine, et en France, il doit y en avoir 25 ou 30 universités de médecine. Donc vous voyez que la taille de ces universités n'a aucun rapport avec la taille des universités, par exemple en France ou les pays européens en général, ça représente à peu près le même problème. Évidemment, la culture entrepreneuriale du fait de l'existence de ces sociétés, si on regarde on demande aux Américains quelle est la société la plus respectée aujourd'hui, ou quelle est la société où vous avez envie de travailler, on demande à toutes les sociétés confondues. La réponse est Genentech. Donc, dans l'esprit des gens, la biotechnologie, ça représente une société où on a envie de travailler. Ce n'est même pas Google, c'est Genentech. Donc, ça montre cette culture qui est quelque chose qui va être très importante à essayer d'acquérir en Europe si on veut que les jeunes viennent dans ces sociétés et créent des sociétés. Évidemment, les conditions, c'est un peu artificiel, tout le monde connaît le déficit américain, mais le dollar faible favorise, et les conditions économiques aux États-Unis favorisent évidemment la création de sociétés aux États-Unis. Il ne faut pas du tout désespérer, je crois qu'en Europe, il y a des éléments très positifs, et je crois que si on arrive, et je suis persuadé, c'est la vision qu'on a à Actelion, je crois qu'on peut tout à fait créer un Genentech en Europe, parce que d'abord, le marché européen est en croissance, des tas de pays, la Pologne, la Tchécoslovaquie, tous ces pays maintenant viennent joindre les premiers pays qui ont fondé vraiment cette communauté européenne. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des coûts légaux absolument énormes, et qu'en Europe, nous avons la chance de ne pas avoir ces class actions, donc c'est aussi un avantage. Les gens dans le management aux États-Unis doivent passer beaucoup de temps avec leurs avocats, dans certains procès. Ce n'est encore pas le cas en France. Il y a une unification réglementaire qui se fait. À l'IMIA, il y a des efforts énormes de faciliter l'intégration des différentes visions des différents pays.
Et le fait qu'il y ait très peu de sociétés aussi est un avantage parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui viennent des universités, qui sont disponibles en Europe. Et alors que, par exemple, lorsqu'on est aux États-Unis, et si on veut avoir un chercheur, c'est très difficile de trouver des chercheurs maintenant en Californie ou sur la côte Est, parce qu'ils sont tous demandés et très demandés dans différentes sociétés. Et en plus, lorsqu'ils sont à l'intérieur d'une société, le lendemain, au bout d'un an, ils peuvent changer, alors que les projets peuvent durer 10 ans. Souvent, au cours d'un projet, on va avoir 3 fois ou 4 changements de scientifiques à l'intérieur d'un projet, alors qu'il y a une notion de continuité en Europe qui est beaucoup plus importante. Et le fait qu'il y ait très peu de sociétés montre que si on a une bonne société, si on a une bonne idée, les fonds sont disponibles. Il n'y a pas de problème de trouver l'argent. Le problème, je l'ai dit dans le premier cours, ce sont les idées. Alors ça, c'était donc la différence entre les États-Unis et l'Europe. La notion de risque zéro. La notion de risque zéro, c'est quelque chose qu'il faut absolument, dont il faut être parfaitement conscient. C'est quelque chose qui peut tuer l'innovation, certainement tuer la biotechnologie, car il n'y aura aucun médicament qui sera mis sur le marché sans risque. Et ça, on pourra faire tout ce qu'on voudra, personne ne pourra prévoir ce qui va se passer lorsqu'un médicament passe d'un essai d'études cliniques à une entrée sur le marché. Et je crois que ces class actions, qui sont donc, lorsque ces milliers de soi-disant victimes, parce que souvent il y en a des vraies victimes et il y a en fait des victimes qui sont là juste pour essayer d'avoir le maximum d'argent de société, ces class actions peuvent tuer les grandes sociétés. Une société comme Merck avec Vioxx peut disparaître, en fait disparaîtrait si elle ne luttait pas contre certains des avocats qui veulent absolument obtenir de cette société le maximum d'argent. Savoir que l'argent va très peu aux victimes et va surtout dans la poche des grands cabinets d'avocats. Je crois qu'il est absolument indispensable d'avoir une vision de qu'est-ce qui va se passer. Les accidents thérapeutiques existent et je crois qu'il ne faut pas non plus les négliger. Il faut réfléchir à la façon dont il faut indemniser ou corriger certains problèmes. Et je crois que le projet de loi, d'ailleurs en France, sur les class action a disparu. Je crois que c'est vraiment un énorme risque pour cette industrie. Par contre, la pharmacovigilance devra avoir un rôle de plus en plus important, car la seule façon de détecter ces effets secondaires, ce n'est pas au cours des essais cliniques, parce que si on étudie 3000 malades ou 4000 malades, ça ne va pas changer le problème. Un événement rare qui va être présent chez 10 000, pour 1 sur 10 000 ou 1 sur 20 000 malades, il faudrait 100 000 patients dans les essais cliniques, ce qui n'est évidemment pas possible. La seule façon de détecter ces effets secondaires, c'est la pharmacovigilance, et une pharmacovigilance de la meilleure qualité. Le problème des vaccins. Les vaccins peuvent révolutionner vraiment la santé et la santé publique. Mais qui dit vaccin dit prévention, donc dit administration d'un médicament à quelqu'un qui n'est pas malade. Et je crois qu'en France, nous avons eu de très mauvais exemples, à mon avis, de politiciens qui n'ont pas eu le courage de lutter contre certains rumeurs, on peut dire, rumeurs, qui ne sont pas faits au filet scientifique, et ce qui a abouti à l'arrêt de certaines campagnes de vaccination qui auraient pu, et qui ont certainement l'arrêt de ces campagnes de vaccination, certainement responsables de la résurgence de certaines maladies qui ne devraient pas exister dans un pays comme la France. Donc il faut savoir que les hommes politiques, à chaque fois qu'il y aura un nouveau vaccin, vont être confrontés au fait que si on traite, par exemple, des malades, enfin des sujets qui ont 20 ans, 25 ans, avec un vaccin, il faut savoir que ces sujets qui ont 20 ou 25 ans auront des maladies. Si on prend la sclérose en plaques, c'est une maladie qui survient chez les femmes jeunes. Si on traite toutes les femmes jeunes de France, évidemment, on verra chez ces femmes certaines scléroses en plaques, puisque le vaccin n'aura rien à voir à faire, mais puisqu'on va traiter ces malades, il y aura certaines de ces personnes qui auront la sclérose en plaques. Ça n'a rien à voir avec un effet secondaire d'un vaccin, c'est tout simplement dû au fait que nous traitons des femmes qui sont dans l'âge de présenter cette maladie.
certainement pas une raison de supprimer le vaccin. Donc il faut que les hommes politiques, évidemment aussi, pour n'importe qui, pour n'importe quelle femme, si 2 semaines après un vaccin, cette personne présente les signes de sclérose en plaques, il est logique de comprendre que pour cette personne elle-même, elle peut penser que c'est à cause de la vaccination. C'est donc au travail des épidémiologistes, de la pharmacovigilance, de démontrer, comme ça a été fait, que ce vaccin n'est aucunement responsable de cette maladie. Mais il faut que les hommes politiques aient le courage de s'opposer aux rumeurs et aient le courage de faire confiance aux scientifiques, aux épidémiologistes, aux responsables de la santé publique pour pouvoir continuer à promouvoir les vaccins qui ont un rôle de plus en plus important à jouer dans la santé publique. Le coût des médicaments. J'ai essayé d'expliquer où était l'origine du coût de ces médicaments de biotechnologie. Je l'ai dit et je continuerai à le dire, les génériques ont un rôle essentiel. Il faut des génériques, il faut des biosimilaires, car l'argent n'est pas disponible de façon infinie. Il faut trouver l'argent quelque part, et il faut donc que les médicaments qui ont été protégés pendant leur période de couverture des brevets tombent dans le domaine public et puissent être vendus à un coût plus bas, de façon à ce que de l'argent se libère pour les produits innovatifs. Et je crois que, en fait, les biogénériques, les génériques représentent une part importante de la solution du coût des médicaments. On voit aujourd'hui que l'argent dépensé pour les médicaments, je crois, en France l'année dernière a diminué entre 2006 et 2005, tout simplement parce que de grands médicaments sont tombés dans le domaine public, et donc les génériques ont pu être administrés à ces malades, et on a pu donc diminuer le coût des médicaments. Donc il faut absolument que les produits soient bien protégés par les brevets, mais que lorsque les brevets tombent, il est normal que les génériques apparaissent. Il faut savoir aussi que les médicaments peuvent avoir un impact positif, ce n'est pas uniquement un coût. Si on prévient, je l'ai dit, par exemple, si on prolonge la vie active d'une personne grâce à un médicament, on a un bénéfice positif du point de vue économique qui est considérable. Si quelqu'un a été éduqué pendant 10 ans, 20 ans et qu'il a une maladie incapacitante à 30 ans, c'est une perte pour la société, non seulement pour la personne, mais évidemment pour la société énorme. Si un médicament, je pense par exemple aux médicaments pour la polyarthrite rhumatoïde qui touche souvent des sujets jeunes, si un médicament peut permettre à cette personne de continuer à travailler, ça a un impact positif considérable. Le coût des médicaments est évidemment menacé par les problèmes d'importation parallèle. Un avion, ça ne coûte rien. Il faut savoir que si un pays décide de façon politique de diminuer autoritairement le prix d'un produit, ce qui va se passer, c'est que ça va en premier bénéficier à des spéculateurs, j'appelle ça des spéculateurs, qui vont essayer de transporter ce produit à bas prix d'un pays à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, rien n'empêche, à part certaines réglementations évidemment, mais rien n'empêche de transporter certains médicaments d'un pays à l'autre. Il faut savoir que dès qu'une différence de prix entre deux pays est supérieure à 8%, même 6%, des sociétés vont immédiatement commencer à essayer de passer les médicaments d'un pays à l'autre. Donc l'importation parallèle est un énorme problème, évidemment facilité aussi par l'Internet, car il est possible de commander par Internet un médicament de façon à, disons, sans savoir de quel pays l'origine de ce médicament est. Voilà, les conditions économiques. Les conditions économiques vont énormément changer. Le vieillissement de la population, j'en ai parlé. Le nombre des personnes, je crois d'ici 2050, on compte que le nombre des personnes au-dessus de 85 ans en France vont être multipliés par 4. Les coûts de recherche et de développement augmentent. Et les sociétés, les gouvernements demandent de plus en plus, et j'ai parlé du risque zéro, demandent de plus en plus de sécurité d'utilisation et des essais cliniques qui sont de plus en plus longs. Les gouvernements ont de plus en plus peur de ces effets secondaires. Donc la période pendant laquelle le médicament va pouvoir être commercialement utile diminue.
est coincé d'un côté entre l'apparition des génériques à la fin de la validation des brevets et le développement clinique est de plus en plus long. Donc on arrive à des périodes qui vont devenir irréalisables. Donc je crois qu'il est très important, et j'ai vu par exemple que des pays comme le Canada viennent d'augmenter de 5 à 8 ans pour par exemple les maladies orphelines, la période de validation des brevets dans le cadre des maladies orphelines. Ces pays se rendent compte que ça devient économiquement infaisable si les essais cliniques continuent à augmenter en temps, parce que les brevets, eux, sont indépendants de la durée des essais cliniques et n'augmentent pas dans le temps. Donc il va falloir réfléchir à ce problème. Donc j'ai parlé de la pharmacovigilance qui coûtait très cher. Il faut savoir que pour un effet secondaire vrai, souvent il va y avoir 10 effets secondaires qui ne sont pas réels. C'est-à-dire que lorsque le médecin va penser qu'un tel ou tel problème est dû au médicament, bien souvent ça n'a rien à voir avec ce médicament. Donc pour chaque effet secondaire, la société doit faire une véritable enquête policière et par exemple se rendre compte que cette personne a pris un autre produit allergisant, et que l'effet secondaire qui a été détecté n'est pas dû au médicament. Donc cette pharmacovigilance est quelque chose qui consomme beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Les coûts de production, je crois que les coûts de production sont en train de diminuer, tant au point de vue de la formation des anticorps, les technologies diminuent ces coûts de production. C'est la même chose pour la chimie. Par contre, les coûts de production sont beaucoup moins importants par rapport aux coûts de recherche qui représentent le véritable coût de la fabrication de ces médicaments. Donc j'ai parlé des biogénériques. Et je voudrais parler de la notion de service médical rendu. C'est clair qu'on a deux buts en tant que société de biotechnologie, c'est d'améliorer la durée de vie des patients, mais surtout, à mon avis, c'est plus important, la qualité de vie. Il faut savoir qu'il y a des problèmes très importants quand on parle de maladies orphelines, qui sont des médicaments qui vont adresser des maladies orphelines. C'est une maladie qui va être traitée, je crois, moins de 200 000 malades en Europe, ou moins de 200 000, en tout cas moins de 200 000 malades, des maladies qui sont moins fréquentes que 200 000 cas pour les États-Unis, je crois, à peu près 200 000 aussi, je crois, pour l'Europe. Donc des maladies rares et pour lesquelles aucune société ne voulait développer de médicaments parce que le marché était trop petit. Or, les gouvernements ont accepté de payer des prix plus élevés pour ces maladies orphelines de façon à stimuler la recherche dans ce domaine. Donc, ces maladies orphelines, malheureusement, il y a de plus en plus de maladies orphelines détectées, caractérisées, et donc le coût des médicaments dans les maladies orphelines augmente et va continuer à augmenter. Alors, les médicaments de confort, souvent, sont négligés, mais je crois que, par exemple, d'avoir la douleur, c'est quelque chose de très, très important, et un médicament qui prévient la survenue de la douleur ou qui soulage la douleur est certainement un médicament aussi important que des médicaments peut-être qui vont prolonger de quelques semaines ou quelques mois la survie d'un malade. Donc cette détermination du service médical rendu doit être quelque chose qui devrait être le plus possible objective, et je crois qu'il va falloir contrebalancer d'un côté l'innovation par la notion de service médical rendu. Certains gouvernements essayent d'avoir des méthodes. Il n'y a aucune méthode idéale, mais je crois qu'en Angleterre, le projet NICE, où des groupes, 2 ans après la mise sur le marché d'un produit, essayent d'évaluer ce service médical rendu. Je crois que ces tentatives ne sont pas idéales, mais je crois que ça va dans la bonne direction si des méthodes assez objectives sont utilisées pour évaluer ce service médical rendu. La notion de pharmacoéconomie est quelque chose qui va évidemment devenir de plus en plus important. Il faut savoir que maintenant des pays comme l'Australie jugent le remboursement d'un produit uniquement sur des notions de pharmacoéconomie. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que grâce à ce médicament, on économise un coût ou on est un coût bénéfique pour la société. C'est
assez difficile, c'est très difficile. C'est très difficile d'évaluer, surtout dans des études objectives, parce que lorsque l'on fait une étude clinique pour enregistrer un produit, on demande par exemple beaucoup de tests, on demande beaucoup on demande aux malades de revenir à l'hôpital de façon à s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Donc on lui demande beaucoup de dépenses artificielles qui sont dues au fait que l'on est obligé de faire une évaluation objective. Et donc ça rend difficile de mélanger les études dites d'enregistrement avec les études qui vont permettre d'étudier le coût et la pharmacoéconomie des médicaments. Donc souvent, ça représente des études, une technologie différente de la technologie nécessaire pour évaluer vraiment l'effet du médicament. Il faut aussi savoir comment on évalue le coût économique de la souffrance ou de la douleur des patients. Il faut savoir aussi que les pharmacoéconomies arrivent à des principes complètement absurdes, qui sont qu'un malade mort juste la veille de sa retraite, c'est le malade idéal, parce qu'évidemment, il ne coûte plus rien, et on n'a même plus besoin de lui verser sa retraite. Donc voilà, ça c'est la pharmacoéconomie. Donc vous voyez bien qu'il va falloir mélanger ces notions de pharmacoéconomie avec des notions autres, que plus humaines, et complètement différentes de cette notion de bénéfice économique. Donc l'importation parallèle, c'est un énorme problème. Avec l'Internet, devient un problème énorme aux États-Unis. Il faut savoir que je crois qu'un médicament sur 3 vendu par Internet est un faux aux États-Unis. Donc les gens achètent des médicaments, ça va être des antibiotiques qui vont être inefficaces, ça va être des inefficaces. Donc, ce rôle d'Internet doit être absolument contrôlé. Il va falloir faire des lois, il va falloir faire des cadres réglementaires très précis. Sinon, nous allons arriver à un véritable problème, car beaucoup de gens veulent et devraient pouvoir commander leurs médicaments sur Internet. Mais malheureusement, quels sont les cadres légaux? Où sont situées les pharmacies qui distribuent ces produits? Quelle sont la qualité de ces médicaments? C'est quelque chose de très difficile à contrôler. Et le rôle des copies, il faut savoir que les médicaments, en particulier dans des pays comme en Afrique, un médicament sur 2 est un faux. Et je peux vous dire que ça a des conséquences absolument catastrophiques. Enfin, j'étais chez Roche dans une société qui vendait des antibiotiques, où en Afrique, non seulement les antibiotiques n'étaient pas des véritables antibiotiques, mais les ampoules qui contenaient ces pseudo-antibiotiques étaient infectées. Donc non seulement le malade qui avait une septicémie n'était pas protégé et mourait du fait qu'il ne recevait pas l'antibiotique, mais un malade qui n'était même pas malade ou qui n'avait pas de septicémie pouvait attraper une septicémie grâce à ce faux, enfin du fait de ce faux médicament. Donc les copies illégales sont un véritable risque et doivent être. On doit réfléchir à ce problème. La protection intellectuelle. Sans protection intellectuelle, pas de biotechnologie, c'est clair. Je vais parler de la durée d'exploitation qui diminue du fait de ces grands essais cliniques. Et cette protection intellectuelle peut varier d'un pays à l'autre. Et par exemple, la protection intellectuelle était plus courte de 3 ans au Canada par rapport aux États-Unis. Conséquence très claire, c'est que 3 ans avant que le produit devienne générique aux États-Unis, le produit devenait générique au Canada et tout le monde achetait ses médicaments au Canada. Donc le Canada, avait un bénéfice économique. Pour les pharmacies situées à Buffalo ou sur la bordure, c'était idéal. Mais évidemment, je crois que ça représentait un véritable vol, en tout cas, au point de vue propriété intellectuelle, vis-à-vis des pays où les produits étaient couverts. Donc il faut considérer ces problèmes et je crois que les pays devraient vraiment essayer de coordonner leur durée de protection intellectuelle. Il faut aussi éviter les abus de la protection intellectuelle. J'ai vu un exemple pour moi qui est le comble de l'absurde, mais qui semble continuer. C'est une société, je crois que je ne vais pas citer le nom, qui a décidé de
d'avoir un brevet sur un médiateur de l'inflammation qui s'appelle le NF-κB. Et ils disent, écoutez, tous les médicaments qui agissent, qui ont un effet sur ce NF-κB, doivent nous donner un pourcentage de leurs revenus. Même si ce médicament n'avait comme mécanisme d'action de façon primitive rien à voir avec ce phénomène inflammatoire, même si l'aspirine, par exemple, diminue le NF-κB, nous voulons des revenus sur les ventes de l'aspirine dans le monde. C'est évidemment absurde. Cet effet sur le NF-κB peut être tout à fait par chance, peut tout à fait avoir rien à voir avec l'effet bénéfique du produit. Même s'il a l'effet bénéfique du produit, il n'a rien à voir avec la découverte, l'innovation ou la partie intellectuelle en relation avec ce médicament. Donc il faut éviter aussi ces abus de protection intellectuelle. C'est la même chose que lorsque une société comme Celera a décidé de breveter 40 000 brevets sur tous les gènes qui étaient découverts, sans savoir l'utilisation de ces gènes, sans savoir le rôle de ces gènes. C'est évidemment, ça n'a aucun rapport avec l'invention, ça n'a aucun rapport avec quelque chose qui peut être breveté. C'était tout simplement des machines qui permettaient d'avoir certains résultats sans aucune notion d'innovation et donc sans aucun droit à la protection intellectuelle. Il est absolument indispensable que ces sociétés pharmaceutiques aussi, ou les sociétés de biotechnologie, soient raisonnables et décident de véritablement breveter des découvertes et pas des résultats qui n'ont rien à voir avec l'innovation, car seule l'innovation peut être protégée. Les relations avec l'université, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on va aborder, et je ne vais peut-être pas avoir le temps d'en parler, on va aborder dans ce symposium, mais il faut que les universités continuent à innover, mais il ne faut pas qu'elles soient transformées en sociétés pharmaceutiques, donc il va falloir trouver une façon où les deux vont cohabiter. Parce que de plus en plus, certaines universités se transforment en sociétés pharmaceutiques et perdent leur mission d'enseignement et de recherche. Donc, quels vont être aussi les grands problèmes médicaux dans l'avenir? Les maladies infectieuses, évidemment, le grand problème, à mon avis, qui va impliquer les gouvernements, la santé publique. Je crois que tout le monde connaît la grippe aviaire, les problèmes de la grippe aviaire. Aujourd'hui, un malade qui a une grippe aviaire en Indonésie peut se retrouver en Europe le lendemain par avion, personne ne le sait. Tous ces gouvernements vont être confrontés à ces maladies. Et je crois que la biotechnologie, par sa flexibilité, par sa structure, a un rôle fondamental à jouer pour régler certains de ces problèmes, ou en tout cas adresser certains de ces problèmes. Le Tamiflu a été découvert par Gilead, que vous avez vu peut-être qui est la 3e ou la 4e société de biotechnologie. Et donc, je crois qu'il est intéressant, il est important pour toute société de biotechnologie de se poser la question quels vont être les grands problèmes, et les problèmes infectieux qui vont survenir. Je sais que, à Actelion, nous avons un groupe qui est vraiment spécialisé dans la découverte d'antibiotiques et d'antibiotiques qui adressent certaines bactéries résistantes à tous les antibiotiques qui existent. Et nous avons parmi les plus puissants des antibiotiques qui permettent d'adresser, par exemple, les maladies nocosomiales avec ces germes résistants qui sont présents dans les hôpitaux. Il faut savoir que les maladies chroniques augmentent de façon considérable. Le cancer a passé les maladies cardiovasculaires et devient le tueur, la maladie qui tue le plus de personnes en Europe ou en France. Les maladies auto-immunes augmentent avec le vieillissement de la population, car en général, les maladies auto-immunes surviennent en grande fréquence chez les personnes âgées. Les maladies neurodégénératives, quand on pense à la maladie d'Alzheimer, qui est directement reliée au vieillissement de la population. Donc toutes ces maladies vont augmenter en fréquence, vont poser un véritable problème pour la société. Et ce sont le type de problèmes, à mon avis, qui correspondent aux challenges, aux problèmes que devrait adresser la biotechnologie. Les maladies psychiatriques,
aussi représente un problème considérable pour la société. Et je crois que, enfin, en tout cas mon opinion est que des grandes découvertes qui vont venir dans les années qui viennent vont être des découvertes dans le domaine de la psychiatrie, car grâce à toute la technologie moderne, aux nouvelles techniques de visualisation de fonctionnement du cortex, grâce à la visualisation de la consommation, par exemple, de glucose au niveau du cerveau, je crois qu'on va réussir à peut-être mieux comprendre comment fonctionne le cerveau et à quoi sont dues certaines maladies psychiatriques. Alors évidemment, certains problèmes éthiques, et je ne veux pas aller vraiment, alors surtout pas discuter, mais il ne faut pas que ces problèmes, on parle du clonage, de l'utilisation des cellules souches, du problème du diagnostic préimplantatoire, de la thérapie génique, évidemment du risque de l'utilisation de la biotechnologie pour des fins militaires ou de terrorisme, il ne faut absolument pas que ces problèmes soient un frein au progrès thérapeutique. Il faut, je crois, que la société réfléchisse, évidemment, à ces problématiques. Je ne pense pas que toujours les lois sont la meilleure façon de répondre à ces problèmes, mais je crois que malheureusement, lorsqu'on pose la question au public de savoir à quoi ils pensent lorsqu'ils pensent à la biotechnologie, 9 fois sur 10, les gens me répondent OGM et je pense qu'on va peut-être même en entendre plus parler lors de cette prochaine campagne présidentielle en France, mais je pense qu'il ne faut absolument pas associer la biotechnologie avec le maïs transgénique, et non plus ce maïs transgénique qui est présenté comme un épouvantail affreux, alors qu'il faut se poser la question de savoir s'il faut mieux asperger de produits chimiques certains champs ou utiliser ce maïs transgénique. Je n'ai pas de réponse, mais j'ai certainement personnellement une volonté de savoir quelle est la vérité scientifique et pas une vérité émotionnelle ou politique. Et finalement, voilà à la fin de ce cours, on ne peut pas faire un cours sur la biotechnologie sans penser à quelle va être la solution pour que les pays en voie de développement puissent bénéficier de la biotechnologie. Mais je crois que le problème il est beaucoup plus vaste. Quand on réfléchit aux problèmes de ces pays en voie de développement, il y a les problèmes évidemment de la nutrition, mais c'est un problème politique, de la corruption. On voit que les pays les plus riches qui ont les moyens, grâce par exemple à la présence de ressources naturelles, sont en fait les pays où les médicaments sont les moins utilisés. On prend le Nigeria qui a des ressources de pétrole absolument faramineuses, où ce sont les malades qui sont le moins traités, par exemple pour les médicaments anti-sida. Donc on voit qu'il y a des problèmes politiques qui sont absolument considérables, qu'il faut certainement régler avant. Je ne citerai pas le pays, mais je viens de faire une analyse qui montre que dans un certain pays africain, le budget de l'avion présidentiel est 3 fois supérieur au budget des médicaments dans le même pays. Donc pour un seul président de cet État, on dépense 3 fois plus pour son avion que pour les médicaments. Donc il faut régler des problèmes comme ça. Donc ce n'est pas toujours la faute des sociétés de biotechnologie, c'est aussi des problèmes politiques. Mais les biotechnologies doivent réfléchir. Je crois qu'il y a une solution qui doit être développée, c'est la notion de prix différent entre les pays développés et ces pays en voie de développement. La solution de pouvoir vendre, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une notion de valeur. Il faut qu'il y ait une notion de valeur, parce que si ces produits sont donnés, ils vont être mal distribués, ils ne vont pas être considérés. Mais que le prix soit tout à fait raisonnable et soit différent dans ces pays en voie de développement par rapport au prix dans les pays développés. L'énorme problème, c'est le fait que puisque ces médicaments ont une valeur élevée dans les pays développés, immédiatement, ces prix vont être revendus dans les pays en voie de développer, parce que ça va être une source de corruption, une source évidemment pour certains hommes politiques dans ces pays, c'est une source de revenus considérable. Et puis je peux vous dire que certaines sociétés dans lesquelles j'ai travaillé qui ont envoyé des produits
dans ces pays en voie de développement à des prix, on pourrait dire, gratuits, ont retrouvé ces produits dans les pays, dans les pays développés 2 semaines après leur arrivée dans les pays, dans ce cas-là, dans les pays africains. Donc c'est un énorme problème. Je crois qu'il y a des sociétés, je pense à la fondation Gates, qui fait des efforts considérables. Surtout, je crois, au point de vue vaccination, c'est beaucoup plus facile, à mon avis, de faire des campagnes de vaccination, parce que là, il est plus difficile, évidemment, de pouvoir faire cette contrebande de produits. Il y a des organisations qui font des efforts considérables, évidemment, l'OMS, la Fondation. Donc, je crois que la biotechnologie doit travailler. Je peux vous dire que à Actelion, on y pense. Si au cours d'un projet, on voit qu'un médicament pourrait être un médicament utile pour certaines maladies, par exemple tropicales, nous allons absolument essayer de pouvoir continuer ce projet et, si possible, de découvrir un médicament pour une nouvelle maladie tropicale ou qui va correspondre à un besoin. Mais c'est là-dessus sur lequel je voudrais terminer. Je pense que la biotechnologie, pour les pays en voie de développement, comme pour les pays en voie de développement, pourra certainement améliorer, avoir un rôle considérable pour améliorer la santé et la qualité de vie des habitants de ces 2 types de pays. Et je crois que nous allons voir dans les années qui viennent de nombreuses révolutions thérapeutiques et qu'on n'a aucune idée aujourd'hui des possibilités qui vont pouvoir être amenées par cette industrie fantastique, la biotechnologie. Voilà. Merci beaucoup.